Bonjour à tous. Cette vidéo sera consacrée aux événements qui ont eu lieu en Russie ce week-end, donc à savoir le coup d'État avorté. Mais dans cette vidéo, je vais plutôt me concentrer sur l'accord qui a été passé entre le Kremlin et le chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, donc un accord dont, tout porte à le croire, a fait également partie le président de la Biélorussie, Alexander Loukachenko. Donc, il faut aussi voir que Loukachenko n'est pas quelqu'un d'indépendant, donc c'est quelqu'un qui suit les ordres du Kremlin, même si de temps en temps il a essayé de prendre un peu son indépendance. Dans les faits, ça n'a pas abouti. Donc, on peut supposer que l'annonce qu'a fait son porte-parole est plutôt destinée à faire partie d'un certain scénario plus que d'une réalité. Donc, ce n'est pas Loukachenko qui prend les décisions ni au Kremlin, ni à Minsk. Donc, les décisions sont prises bel et bien au Kremlin et Loukachenko les applique. Donc, il faut bien voir Loukachenko aussi comme quelqu'un qui est absolument dépendant du Kremlin et qui, même s'il a essayé par le passé, n'a pas d'indépendance à proprement parler. Alors, cet accord, on ne le connaît pas. Enfin, tout ce qu'on en connaît, c'est ce qui a été annoncé d'une part par la Biélorussie, donc le chargé de presse du palais présidentiel biélorusse, ainsi que par le chargé de presse du Kremlin, donc Dmitry Peskov. Donc trois points paraissent essentiels de cet accord. Donc le premier point étant que Yevgeny Prigozhin ne sera pas tenu pour responsable pénalement pour les événements qui ont lieu donc ces dernières heures. Donc le coup d'État avorté, mais il devra tout de même quitter la Russie. Et donc le deuxième point essentiel, c'est que les hommes du groupe Wagner qui ont participé à ces événements ne seront pas poursuivis pénalement non plus en Russie. Et le troisième point, c'est que ceux qui n'ont pas participé à ces événements, donc les hommes du groupe Wagner qui n'ont pas pris part à ces événements, pourront continuer à collaborer avec le ministère de la Défense russe, donc ils pourront re-signer des contrats, sûrement dans un cadre différent que Wagner, parce que donc tout porte à croire qu'officiellement, Wagner cessera d'exister d'un point de vue russe. Ce qui n'est pas un souci pour la Russie, parce que la Russie dispose de dizaines de sociétés privées, qu'on appelle de sécurité privée, des sociétés de mercenaires finalement, donc dont on n'entend pas parler. Et il faut y avoir aussi que Yevgeny Prigozhin est un personnage que personne ne connaissait il y a encore un an. Son activité paramilitaire a débuté, semble-t-il, dans le Donbass en 2014. Donc finalement, il est facilement remplaçable par quelqu'un d'autre, par d'autres paramilitaires dont les Russes disposent. Donc ce ne sera pas un souci logistique pour la Russie. Mais qu'est-ce que l'accord signé, apparemment donc passé entre Prigozhin, on peut penser également ceux qui étaient derrière lui, donc ceux qui ont organisé ce coup d'État, donc les gens qui sont au pouvoir au Kremlin, peut signifier? Alors d'un point de vue politique, c'est sûr, c'est pour le Kremlin, c'est un accord difficilement assumable, parce que donc comment expliquer et garder sa crédibilité quand le matin on annonce que quelqu'un est un criminel, qu'il a planté un couteau dans le dos du peuple russe et qu'il va être poursuivi, arrêté et puni pour son crime de haute trahison, et que quelques heures ensuite on passe un accord avec lui en expliquant donc qu'il ne sera pas inquiété pour ce qu'il a fait. Donc la crédibilité de Vladimir Poutine ou de son entourage est clairement entamée. Donc ça ne fait aucun doute. En Russie, quelqu'un qui fait preuve de faiblesse ne peut pas être au pouvoir. Donc ces événements font sûrement que Vladimir Poutine se rapproche à grands pas de la fin de son règne. Maintenant, comment ce règne s'arrêtera-t-il en Russie? Moi, je suppose qu'il sortira du Kremlin par la grande porte, donc qu'il se représentera plus aux élections présidentielles en 2024, et donc simplement il va sûrement indiquer un successeur. Mais le fait d'avoir fait preuve d'indulgence le met en position de difficulté politiquement dans son pays. Ça paraît clair. Mais le fait de ne pas poursuivre Prigozhin, finalement, peut être stratégiquement très profitable au Kremlin. Au Kremlin et à la Biélorussie, ou au régime biélorusse d'ailleurs, puisque tout porte à croire que les deux camps vont en profiter. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure finalement de cet accord? Parce que bon, comme dit, l'accord, on ne le connaît pas. Tout ce qu'on en sait, c'est ce qui nous a été présenté par le Kremlin et par la Biélorussie, par le régime biélorusse.
Mais même dans l'État, qu'est-ce que cet accord peut signifier pour le Kremlin et la Biélorussie? Alors d'une part, tout porte à croire que Yevgeny Prigozhin, en partant en Biélorussie, emmènera une grande partie de ses hommes avec lui. Donc ça paraît une évidence. Donc, si l'on se réfère à cet accord, donc ceux qui ont participé au coup d'État avorté ne seront pas effectivement poursuivis pénalement, mais ils seront plus les bienvenus en Russie. Donc, tout porte à croire que ces hommes le suivront. Donc finalement, on peut estimer que le groupe Wagner, en l'état, finalement, va se délocaliser. Donc il quittera la Russie et se dirigera vers la Biélorussie. Donc finalement, il ne participera plus à la guerre en Ukraine, mais il participera à la confrontation avec l'Occident, ça c'est certain. Donc d'un point de vue des opérations menées par Wagner et Prigozhin en Afrique, rien de ce côté-là ne devrait changer, puisque donc ces hommes qui sont, on les estime à peu près à 10 à 15 000, continueront leurs activités telles qu'ils les menaient auparavant, sachant que Wagner n'intervient pas non plus en tant que tel en Afrique. Ce sont des dizaines de sociétés privées aussi, donc qui interviennent. Donc dans tous les cas, les activités menées par Wagner, Prigozhin, ces hommes en Afrique ne subiront aucun changement. Il n'y aura absolument aucune modification, ça paraît certain. Mais on peut supposer que Prigozhin et ses hommes vont s'adonner maintenant à une autre activité, étant d'affaiblir le flanc est de l'OTAN. Alors, déjà d'un point de vue biélorusse, bon, ça peut paraître étonnant pour certains que Alexander Loukachenko ait consenti à accueillir Prigozhin en Biélorussie. Pourquoi? Parce qu'il y a encore 3 ans, en juillet-août 2020, Loukachenko accusait le Kremlin de vouloir faire en sorte de l'évincer du pouvoir et d'utiliser pour ce faire le groupe Wagner. Donc, même quelques membres, supposés des membres du groupe Wagner, ont été arrêtés par le KGB biélorusse. Donc effectivement, donc il y avait un conflit en 2020. C'était effectivement une période où le Kremlin se demandait s'il fallait pas changer de dirigeant à Minsk. Et effectivement, tout porte à croire que Wagner est intervenu justement pour peut-être pas faire perdre les élections, mais nuire un petit peu, embêter un petit peu Alexander Loukachenko dans sa marche vers donc la réélection qui n'était qu'une façade, hein. Mais l'embêter un petit peu dans sa reprise du pouvoir. Mais tout change et là, la Biélorussie, le régime biélorusse a justement une occasion de faire une bonne affaire. Et cette bonne affaire, c'est simplement d'hériter d'une bonne armée, puisque la Biélorussie a une armée qui est obsolète, qui n'est pas bien formée, qui est assez démotivée. Donc là, aujourd'hui, en accueillant Yevgeny Prigozhin et ses hommes sur le territoire biélorusse, Alexander Loukachenko hérite d'une armée aguerrie, d'une armée professionnelle. Et Yevgeny Prigozhin n'aura aucun souci à recruter d'autres hommes en Biélorussie. Donc c'est une armée de cadres qui pourra continuer à se développer, voire entraîner l'armée biélorusse. Donc d'un point de vue militaire, logistique pour la Biélorussie, c'était une bonne affaire d'accepter donc Prigozhin sur le territoire biélorusse. Et donc quand il y a une bonne affaire à faire d'un point de vue politique, eh bien on oublie un peu les méfaits du passé. C'est ce qui s'est passé dans le cadre de Loukachenko, qui apparemment a mis de côté sa rancune concernant ce qui s'est passé donc en août 2020 et a profité de pouvoir hériter d'une bonne armée professionnelle, d'une armée de cadres qui pourra donc d'une part lui servir à lui, mais d'autre part qui pourra éventuellement former son armée en Biélorussie. Mais le Kremlin en profite aussi parce que maintenant, Yevgeny Prigozhin a été désavoué par le Kremlin. Il est considéré comme étant un criminel, donc la Russie officiellement n'a plus rien à voir avec lui. Mais même si la Russie, d'un point de vue officiel, dit ne plus rien avoir à faire avec lui, elle peut tout de même l'utiliser dans ses opérations. Alors, comme on disait, en Afrique, rien ne changera. Ces opérations seront menées comme elles l'ont été menées. Mais pas mal de choses peuvent justement changer en Europe. Parce que là, tout à coup, on va se retrouver avec une armée professionnelle qui est aguerrie à la guerre hybride aux portes de l'OTAN. Cette armée pourrait justement être utilisée à des fins de déstabiliser le flanc est de l'OTAN. Alors comment? Justement par des actions de diversion, peut-être des actions de terrorisme, tous les éléments qui constituent la guerre hybride. Donc là, les scénarios sont nombreux. Il y a aussi un scénario
qui pour certains paraissait peu plausible il y a quelque temps, mais là qui apparaît de plus en plus plausible, c'est que donc la Russie, pour éviter une hypothèse de guerre nucléaire avec l'Occident, se sert justement de la Biélorussie pour exporter la guerre sur le flanc est de l'OTAN. Et justement, donc la Biélorussie pourrait attaquer le flanc est de l'OTAN, soit dans le cadre d'une guerre hybride, soit dans le cadre d'une action militaire à petite échelle, mais quand même une action militaire de grande intensité. Alors jusque-là, pour certains experts, ça paraissait improbable dans la mesure où effectivement l'armée biélorusse est d'une part assez démotivée, d'autre part mal équipée. Donc ça paraissait un peu impossible, voire inconcevable que l'armée biélorusse puisse attaquer le flanc est de l'OTAN. Mais maintenant, depuis que Prigozhin a délocalisé ses activités en Biélorussie, là ça paraît probable et ça paraît concevable, puisque il va sûrement disposer de la capacité logistique pour mener des attaques, soit donc des actes de terrorisme, soit des attaques de diversion, soit effectivement mener une petite offensive à petite échelle sur un espace délimité, mais quand même une action de grande intensité, justement donc d'une part pour tester la réaction de l'OTAN, et donc d'autre part pour justement affaiblir donc ces pays qui soutiennent logistiquement l'Ukraine, donc la Pologne. Donc aujourd'hui, l'action de la Biélorussie, justement, dans le cadre d'une attaque contre le flanc est de l'OTAN, paraît très probable, et c'est une menace que les dirigeants de ces pays, ainsi que donc les commandants en chef des armées de l'OTAN devraient prendre en compte. Parce que effectivement, si le scénario biélorusse, tel qu'on l'appelle, donc un scénario où la Biélorussie mène des actions d'agression vis-à-vis du flanc est de l'OTAN, paraissait pour certains experts improbable du fait d'une armée qui n'était pas en capacité de le faire. Maintenant, la Biélorussie est tout à fait en capacité de faire ce genre de choses, en ayant sur son territoire le groupe Wagner et Evgeny Prigozhin et ses hommes. De plus, le Kremlin en fait a un autre atout, puisque jusque-là, l'atout de Alexander Loukachenko pour ne pas prendre part militairement à la guerre en Ukraine était de dire qu'il n'avait pas les moyens logistiques, humains, de par une armée donc peu formée et peu efficace, de faire part de manière active, de faire partie de ce conflit de manière active. Maintenant, cet argument, il l'a plus, puisque dans la mesure où maintenant il a le groupe Wagner sur son territoire, il peut effectivement mener des actions réelles, et donc il ne pourra plus répondre au Kremlin en disant « je ne suis pas en mesure de le faire ». Donc là, il va devoir obéir aux ordres du Kremlin. Si le Kremlin lui demande de mener ce genre d'action, il va devoir les faire, sachant que le Kremlin ne va sûrement pas couper les ponts avec Evgeny Prigozhin. C'est pas parce qu'il a été désavoué officiellement que le Kremlin n'aura plus de contact avec lui. Il y a fort à parier que les contacts seront maintenus, et que ses ordres, il les prendra directement au Kremlin. Et de toute façon, ce genre de décision, si elle est prise, elle sera prise au Kremlin. Donc aujourd'hui, il faut vraiment considérer que une attaque hybride du côté de la Biélorussie sur le flanc est de l'OTAN est non seulement concevable, non seulement possible, mais en plus c'est une menace réelle, c'est une véritable menace qu'il faut prendre en considération, parce qu'aujourd'hui, en ayant à sa disposition le groupe Wagner, la Biélorussie est en mesure de mener ce genre d'action, et le Kremlin, qui a désavoué le groupe Wagner, qui a désavoué Evgeny Prigozhin, peut très bien se servir de ce groupe, donc se trouvant en Biélorussie, pour justement mettre en place des actions de guerre hybride ou toutes sortes d'actions agressives vis-à-vis du flanc est de l'OTAN. Alors c'est une hypothèse qui est très envisageable. Alors maintenant, même si on n'arrive pas à des actions dans l'immédiat, des actions militaires de moyenne ou haute intensité de la part du groupe Wagner vis-à-vis du flanc est de l'OTAN, on peut par exemple imaginer que le groupe Wagner continue d'accentuer la crise migratoire qui a été artificiellement créée par le régime Loukachenko, donc à la frontière polono-biélorusse. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, la présence du groupe Wagner sur le territoire de la Biélorussie, donc un groupe que Moscou a désavoué, constitue un atout non négligeable, un atout concret, un atout de poids pour la Russie pour mener une guerre hybride contre l'OTAN. Et ça constitue une menace réelle qu'il faut vraiment prendre en considération pour les pays limitrophes de la Biélorussie.
Et donc, c'est des scénarios qui devraient être mis à l'étude par les dirigeants, non seulement des pays limitrophes de la Biélorussie, mais également par les dirigeants donc des pays de l'OTAN. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous dans le cadre de cet enregistrement. Si vous estimez que cet enregistrement présente une quelconque valeur, je vous invite à cliquer sur j'aime. Ceux qui estiment que mes enregistrements, par ailleurs, représentent une valeur, je les invite à vous abonner à ma chaîne. De mon côté, je vous annonce d'autres enregistrements donc, qui concerneront la politique polonaise ainsi que donc, les événements se produisant de notre entourage proche et plus lointain. À bientôt.